Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors ce mois-ci, je vais... déjà vous pouvez le voir, la hackeuse qui illustre la vidéo c'est Yulia Novikova, donc une hackeuse qui bosse pour Kaspersky. Et pourquoi c'est elle qui illustre cette vidéo? C'est parce qu'elle a elle a publié deux articles, un toute seule et l'autre avec un collègue à elle qui s'appelle Sergei Sherbel. Et du coup, donc ces deux articles sont en lien avec la machine qu'on va faire. Enfin, c'est plutôt d'ailleurs la machine qui va illustrer un des deux articles. Donc cet article, c'est celui que vous voyez ici. Il parle de tout ce qui est combien coûte un accès piraté à une entreprise. Et donc on va illustrer un peu ces différences pas tous, mais on va surtout parler des accès, là, de toute façon l'article parle principalement des accès initiaux, mais nous on va parler des types d'accès initiaux. Pour illustrer cet article, donc j'ai choisi une machine Hack the Box qui est pas très ancienne, DevVortex, qui a été publiée en novembre et qui est retired depuis un mois je pense, quelque chose comme ça. Voilà, mais avant de passer au hack de cette machine, donc cette machine qui est retired, puisque sinon ça spoil et c'est interdit de publier un write-up si la machine n'est pas retired. D'abord une petite minute frime comme chaque mois. Alors ce mois-ci la minute frime c'est que ça y est, je suis dans le top 15 monde donc des challengers, des sites, des gens qui font des challenges de hacking. Enfin qui résolvent plutôt parce que j'en crée pas beaucoup. Et du coup donc le fameux site Witchal qui agrège les scores de la plupart des sites existants, HackTheBox, RootMe, etc. Et donc je pense que les prochaines étapes ça devrait aller relativement vite parce qu'il y a pas mal de scores qui sont proches là de la 12e à 15e place. Et après par contre ce sera beaucoup plus lent pour continuer à progresser dans ce classement. Ce classement Witchall. Et ensuite comme chaque mois aussi, après la minute frime, la minute relou. Donc la minute relou, ce mois-ci c'est sur un sujet qui est toujours très délicat, puisqu'il s'agit de pédocriminalité. Donc il y a un documentaire qui est sorti sur Arte qui parle donc de la traque des pédocriminels. Et du coup, déjà tout mon respect que ce soit aux investigatrices et investigateurs numériques qui traquent donc les pédocriminels, mais aussi à tous les gens qui sont dans des associations qui regardent ces photos pour les photos, vidéos, etc., tous ces contenus pour les retirer d'internet. Ça doit pas être simple ensuite de dormir la nuit, ça doit générer quelques cauchemars. Donc le documentaire est intéressant, mais il y a quelques limites, enfin en tout cas quelques sujets qui m'interpellent un peu. Donc déjà il dit que les prédateurs sont des hommes sans parler de société patriarcale. Donc ça c'est le premier fait. Et le deuxième sujet, c'est encore plus surprenant d'un point de vue hacker, c'est qu'il revient sur le débat du chiffrement de bout en bout. Je sais plus s'ils le mettent dans l'intitulé, mais il y a un moment ça parle du débat d'ailleurs je crois que c'est encore un débat qui est au niveau de l'Europe. Donc et c'est assez surprenant parce que d'un point de vue, en tout cas il me semble que d'un point de vue communauté de cybersécurité, c'est un débat qu'on a clos puisque c'est impossible de revenir en arrière là-dessus. Et je vois pas en quoi, en gros, ce que je comprends moi du débat qui est abordé dans ce documentaire, c'est qu'il faut donc enlever le chiffrement de bout en bout sur, par exemple, les applications de Meta, Instagram et compagnie, pour pouvoir donc identifier quand il y a des liens avec des photos qui transitent via ces réseaux. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que le prédateur, si Meta retire le chiffrement de bout en bout, il prendrait une autre application et voilà, je vois pas en quoi c'est une solution, quoi. Et du coup, si on creuse
une façon de voir les choses, ce serait de se dire que finalement, si on en est encore à ce vieux débat, entre guillemets, en tout cas du point de vue cybersécurité, c'est peut-être parce que la société ne cherche pas vraiment de solution, ce qui est assez surprenant, puisque la protection des enfants, on pourrait penser que c'est un sujet qui fait consensus au sein de la société. Voilà pour la minute relou de ce mois-ci. Je mettrai évidemment le lien sous la vidéo, que ce soit les liens d'ailleurs de l'ACUS du mois ou de ce documentaire. Mais revenons à DevVortex. DevVortex qui dévore le texte et documentation pour pouvoir l'apponner. Donc c'est une machine easy, moi je la trouve pas si easy que ça, mais après bon, c'est toujours pareil, ça dépend de son historique et de pas mal de paramètres. Comme chaque mois aussi, j'ai déjà fait le scan and map pour voir un peu les ports qui tournent. Donc le VPN est connecté, j'affiche le résultat du scan and map, très classique, juste port SSH et 80 d'ouvert. On a sur le port 80 un domaine, devvortex.htb. Du coup, première étape, ou en général une des premières étapes, regarder s'il n'y a pas des sous-domaines présents. Avec par exemple cette commande FFUF dont on a déjà parlé, donc je passe vite. On trouve un domaine dev, donc assez fréquent, donc j'ai déjà ajouté pour information le domaine de la machine et le domaine de dev de la machine dans mon etc host pour pouvoir aller jouer avec ça. Donc le domaine principal, si on va dessus avec un navigateur internet, on voit que c'est un site, une agence qui développe des sites web. Donc c'est la cible. Et si on regarde le domaine en dev, donc on rajoute un dev devant, on voit que c'est un site différent, qui est probablement la nouvelle version du site, mais qui n'est pas encore mise en production, donc pas encore en cours de test, on va dire. Donc évidemment c'est plus intéressant de taper la version qui est en cours de test par rapport à une version qui est déjà un peu plus robuste, on va dire, en tout cas, qui a un peu plus de vécu, de maturité. Donc ce que je vais faire là pour identifier, il y a plusieurs possibilités pour identifier sur quoi tourne ce site, mais une des possibilités marrantes dont je parle pas forcément à chaque fois, c'est d'aller sur une page qui n'existe pas, donc je rajoute n'importe quoi derrière, et là on tombe sur un 404, un message 404 qui est pas si commun que ça par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. Du coup, je vais sélectionner un des bouts pour voir qu'est-ce qui génère ce type de message 404. Et là, on voit que c'est Joomla. Donc le Joomla, c'est un CMS, donc en français, un système de gestion de contenu qui est libre, open source et gratuit. Il est écrit en PHP, il utilise la base de données MySQL. Et donc il est probablement utilisé ici. Pour le confirmer, on peut essayer d'aller sur l'URL d'administration. Par défaut, Joomla, l'URL d'administration, c'est /administrator. Et ça marche, donc l'URL d'administration est bien accessible sur Internet, c'est sur Internet public. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui, en tout cas il y a de plus en plus de clients qui vont faire du filtrage IP public sur cette page pour que ce soit uniquement les IP publics des administrateurs et des administratrices qui puissent se connecter sur cette interface d'administration. Ensuite, quand on a du Joomla en cible, il y a une URL qu'il est intéressant de regarder, puisque c'est une URL qui donne la version de Joomla, donc manifest file joomla.xml, et là on voit que c'est un Joomla qui tourne en version 4.2.6, donc on peut regarder si par hasard 4.2.6 c'est un Joomla qui n'est pas à jour, et en effet, le 4.2.6 est une version qui n'est pas à jour et qui a un exploit
d'exécution de code, donc ça semble très intéressant. Si on prend le premier lien, alors je vais peut-être aller d'abord sur le lien du NIST pour pouvoir avoir un résumé, on va dire, parce que là ça a l'air d'être un peu plus, vu la longueur de l'article, un peu plus détaillé. Donc si on regarde sur le NIST, cette CVE 2023-23-1752, on voit qu'en gros, sur cette version de Joomla, enfin sur ces versions, parce que c'est de la 4.00 à la 4.2.7, il y a un problème d'accès qui permet d'avoir des accès à des URL qui ne devraient pas être accessibles en gros. Donc si on regarde un peu plus en détail, ici on vire ce truc là s'il veut bien, voilà. On descend, on lit machin, et donc il y a plusieurs URL intéressantes. Donc on a celle-ci, config application, et un peu plus bas on a celle-ci. Donc je vais prendre ces URL en remplaçant l'adresse IP par l'adresse ou par le nom de domaine de la cible. Par contre je vais y aller aussi avec un curl, hein. C'est une très bonne idée d'y aller avec un curl, ça me dérange pas. Donc là c'est la première, enfin la deuxième sur l'article, mais je le fais dans le sens plus logique on va dire de découverte. D'abord on regarde les utilisateurs, donc on voit qu'il y a un utilisateur qui s'appelle Lewis, et un autre qui s'appelle Logan. Deux utilisateurs sur cette cible. Et donc si on regarde la deuxième URL qui est fournie dans l'article détaillé de cette CVE, on voit qu'il y a un mot de passe qui traîne ici. Si on va un peu plus haut, non, le reste ça n'a pas l'air très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le mot de passe ici. Donc je peux tester, je vais le copier-coller d'ailleurs. Attends, on va commencer autrement. Je peux tester ce mot de passe sur SSH. Ce qui, s'il est réutilisé, ça nous permettrait de gagner du temps. Donc, par contre, on ne sait pas quel est l'utilisateur. Donc je vais tester vite fait sur les deux, il y en a que deux. Donc c'est SSH Lewis at devvortex.htb. Je copie-colle ça. Passe pas. J'essaie aussi avec Logan. Passe pas non plus. Donc c'est pas aussi rapide que ça, même si la machine est facile, on pourrait penser que la première étape est facile, mais ce n'est pas encore fait. Par contre, si on revient sur le portail d'administration qu'on avait vu ici, et qu'on utilise, alors je sais plus si c'est Logan ou l'autre d'ailleurs, c'est pas Logan, alors c'est Lewis, c'est Lewis. On a bien accès au portail d'administration. Donc là c'est, on a donc un premier accès, un initial access si on revient sur l'article dont je parlais. Et on va voir du coup que, si vous lisez cet article, vous verrez que cet accès à une interface d'administration, ça se vend, mais ça se vend moins cher. Donc là, si j'étais sur Internet pour de vrai, et sur une vraie cible, on va dire, et que j'étais une personne qui n'avait pas d'éthique, je pourrais revendre cet accès que j'ai trouvé sur le Darknet ou ailleurs, sur des forums où il y a des acheteurs en gros. Et je le vendrai moins cher que si j'arrive à aller jusqu'à compromettre un accès SSH. Puisque évidemment c'est plus facile d'utiliser un accès SSH que de passer uniquement avec un accès administrateur sur un Joomla. Et donc du coup tout ce qu'on est en train de voir là c'est des leaks, donc le fait qu'on puisse leaker de la donnée, comme on dit en bon français, donc faire fuiter des informations. Et c'est là que le deuxième article de Yulia, qui est un peu plus récent, de 2023, il est intéressant aussi. Donc il parle de la fabrication des data leaks. Donc depuis quelques années maintenant, on a
des fuites de données qui sont fausses en fait. Donc ça peut être soit parce que en fait c'est de l'exfiltration de données de public, on va dire. Donc en fait, c'est pas qu'elles sont fausses, mais c'est que c'est des données qui sont déjà gratuites. Donc revendre des données gratuites, c'est évidemment tentant pour faire de l'argent, mais c'est l'acheteur qui se fait arnaquer. Et il y a aussi tout ce qui est on prend des anciens data leaks, on les merge ensemble, on prend d'autres extraits, etc. Tout ça dans le but évidemment d'arnaquer l'acheteur de données et de se faire de l'argent. Bref, je vous conseille aussi cet article que je mettrai en lien sous la vidéo sur ce développement de revente de faux data leaks. Bon, tout ça étant dit, si je reviens sur le piratage de Joomla, donc maintenant qu'on a un accès admin, comme souvent sur les CMS, le but du jeu ça va être d'exécuter du code. Donc là il y a deux options. La première c'est de modifier le template, qui est un peu plus long parce qu'en fait il faut trouver un fichier de template qui est sur lequel on a le droit d'écriture, mais c'est faisable. Et une solution un peu plus rapide et que je vais prendre aussi parce que c'est un hacker français, un Polydarius, qui a développé le petit web shell, c'est de déployer un plugin sur Joomla qui va nous permettre. Alors vous pouvez évidemment faire aussi votre propre plugin, mais là vu qu'il le met en open source, allons utiliser le plugin de Polydarius. Alors, je vais faire un git clone. Je vais dans nouveau répertoire qui est créé et ici je fais un make, il y a un makefile et il m'a généré donc un zip qui si on lit son article et donc là, comment ça s'utilise, on va sur système extension, système extension, et là on peut copier-coller ou aller chercher le fichier en question. Donc je vais faire un pwd, bim, on va dans dist et je lui envoie le fameux plugin. Bim, l'installation du module se passe bien. Et du coup, si on continue à lire l'article, ici, on voit que pour l'utiliser, il y a deux possibilités. Soit on peut transférer des fichiers, soit exécuter des commandes. Donc dans un premier temps, on va essayer, je vais copier-coller son curl, mais en mettant la bonne URL, et voir si je peux bien exécuter du code sur la cible. Et ça marche, je fais un ID, et j'ai bien de l'exécution de code en tant que www.data. Super, donc on va faire un reverse shell, classique aussi. Donc pour ça, je vais faire en haut à droite un NC en écoute sur le port 443. On va aller en bas à droite, regarder l'adresse IP qu'on a sur le VPN 610.14.14. Donc adresse IP qui sera utilisée par la cible pour nous joindre. Je vais mettre ça en grand, donc je fais un bash, un reverse shell classique. Comme d'habitude, on n'aime pas quand il y a en général, le plus et les égales peuvent poser problème avec les URL encode et tout. Donc on va essayer de virer ces plus et ces égales en rajoutant des espaces. Voilà, là j'ai un beau reverse shell sans plus ni égal. Et donc je prends ce code base64, je le mets dans ma requête, je remplace id par un echo, vous allez le voir de toute façon, echo ce bash 64, bim, donc on est là, echo le bash 64 qui est là, je décode, et après j'envoie ça dans bash, et ça devrait initier un reverse shell ici en haut. Bim, ça marche, on a un reverse shell sur la cible. Ensuite j'utilise le tricks habituel que je vais pas détailler non plus, les choses qu'on fait plusieurs fois, on va pas s'embêter. Tac. Donc script bash -c, CTRL Z pour le passer en
suspendu ou background, je sais jamais, je crois que c'est suspendu. Et stty-echo .foreground, je reprends le contrôle dessus et là c'est bon, je peux faire des tabulations, tout ça. Chouette. Donc regardons dans un premier temps quels sont les utilisateurs qui peuvent avoir un bash sur cet OS. Donc on voit qu'il y a root et Logan. Je rappelle que nous on est www.data pour l'instant. Ok, donc le but du jeu ce sera probablement de passer Logan, sachant que nous on a le mot de passe de Lewis, enfin le mot de passe pas du compte OS mais du compte Joomla. Mais du coup comme c'est le mot de passe Joomla, on a aussi accès, et d'ailleurs si je vous le remontre pour rappel, c'était où? C'était en haut à gauche. Voilà. Si on regarde ce mot de passe, tac, là c'était le login. Là c'était le mot de passe. Non, on n'avait pas l'info, il me semblait qu'on avait l'info que le mot de passe était lié à MySQL. Non, peut-être pas. Donc là vous avez soit besoin d'énumérer MySQL, soit vous tentez pour voir si par hasard le mot de passe, le compte de Lewis n'aurait pas droit à la base de données MySQL, mais ça se trouve sur Joomla, tous les comptes ont accès à MySQL, j'avoue, je sais pas. En tout cas, on teste et on voit que ça marche avec le mot de passe de Lewis. On peut bien aller dans la base de données MySQL. Donc ensuite, on affiche les bases de données qui existent, donc Joomla Performance Information. Ensuite, si on regarde les tables, on voit qu'il y en a un certain nombre. Évidemment, il est probable que celles qui nous intéressent le plus, ce sont celles qui contiennent les mots de passe. Les mots de passe, ils sont probablement dans une table qui s'appelle Users, comme celle-ci par exemple. Donc, allons faire un describe de cette table. Et là, on voit qu'effectivement, on a bien username, mot de passe qui sont stockés dans cette table. Donc, on va afficher avec un select le contenu. Select, on va faire name, username, mot de passe. Comme ça, on aura à la fois le nom et le pseudo. Donc, on a deux mots de passe, enfin pas en clair, hein, en chiffré. Celui-là de Lewis et celui-là de Logan. Donc, Lewis, a priori, on l'a déjà. Donc, c'est celui-là de Logan qui nous intéresse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux dans un fichier texte et dans un mousepad, je vais l'appeler joomla.hashies. Voilà, je mets ces deux, je mets les users devant, bon ça c'est un peu de la fioriture, ça dépend de votre besoin, de combien il y en a. Et ensuite, je lance H4 avec les paramètres suivants. Donc, je mets le nom de fichier qui contient les hash, je mets sur du ROQ, je mets -user parce que justement j'ai mis les users dans le fichier. Donc, -m3200, c'est le type qui correspond à ce format. On peut le voir sur les exemples de condensat H4 sur le site H4, et moi au crack pour mettre en sortie les mots de passe cassés. Donc favorisez votre hôte quand vous faites ça, ou si vous avez un craqueur de mot de passe sur internet, mais donc là on voit qu'il a recovered un des deux. Espérons que c'est celui-là qui nous intéresse. Donc je quitte et il l'a pas mis là. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était j'ai dû oublier de l'enlever du pot de file, comme j'ai déjà trouvé précédemment. Il l'avait rajouté dans le pot de file et du coup il n'essaye pas de le casser à nouveau. Donc, si je fais un pot file, voilà, il est là, je vais le supprimer, comme ça on va faire comme si j'avais pas craqué auparavant. Je crois que c'est assez rapide, hein, c'est pour ça que c'est
pas besoin d'attendre trop longtemps. Si c'était plus long, j'aurais peut-être laissé le format... On voit par contre que pour se faire toute la liste RockU, c'est assez costaud ce format-là, il faut 4 jours. Bon, certes c'est une VM, mais dis donc on serait pas rendu. Donc là il met recovered 0 sur 2, donc pour l'instant il en a cassé aucun. On voit que ça prend 100% de la CPU, en haut à droite. Et il me semblait que c'était vraiment une histoire de secondes. Est-ce que j'ai été optimiste? Ah voilà, recovered 1 sur 2. Donc je m'en vais, et là il me vient créer le fichier cracked. Avec le hash et celui-là qu'il a cassé, et le mot de passe à côté. Tequiero Mucho. Ok, testons, hein, donc c'est bon, c'est pas le mot de passe de Lewis qu'on avait déjà, donc c'est probablement le mot de passe de Logan, et avec un peu de chance, lui, il a utilisé le même mot de passe sur Joomla et sur son compte OS SSH, et c'est bon, ça passe. Donc là on a le premier flag. On a poney la première partie de cette machine facile, qui était donc un peu plus long quand même que ce qu'on aurait pu s'attendre. La deuxième partie elle est plus rapide, c'est simplement un sudo-l, il faut que je remette le mot de passe Tequiero. Et là on voit qu'il peut exécuter apport CLI. Donc pour rappel, hein, ce mot de passe SSH, si j'étais une personne qui voulait de l'argent sans éthique, ben je pourrais le vendre plus cher que le mot de passe qu'on a trouvé sur l'interface Joomla, puisque évidemment avec ce mot de passe il y a l'acheteur, on va dire, qui a généralement donc des groupes d'attaquants, des groupes de hackers qui achètent en fonction de la probabilité avec laquelle ils pourront se faire de l'argent avec le compte qu'ils achètent. Et donc la probabilité est plus haute de se faire de l'argent avec un compte SSHOS qu'avec un compte administrateur Joomla. Voilà pour le lien avec l'article dont je parlais au début. Et donc apport CLI c'est quoi? Donc apport APP-ORT, c'est le module chargé de rapporter les plantages sur Ubuntu. Et donc apport CLI, c'est ce même module mais la CLI, donc la command line interface, comment on peut avec les lignes de commande utiliser ce module. Donc la première chose qu'on peut faire, en général quand on a ça, c'est d'abord d'aller voir s'il n'y a pas une solution connue par le projet GTFO bin, ce qui n'est pas le cas ici. Apport CLI, normalement il n'y a pas de possibilité d'exécution de code quand il est configuré dans sudo. Donc peut-être que la problématique c'est qu'il n'est pas à jour. Donc regardons sa version, on voit ici que c'est la 2.20.11. Donc pareil que tout à l'heure, moteur de recherche, apport CLI, la version exploit, et on voit que effectivement il y a un exploit disponible sur cette version qui est la CVE 2023 1326. Donc pareil que tout à l'heure, si je regarde l'article du MISC sur cette CVE pour voir un peu le résumé, on voit qu'il y a une privilege escalation possible, donc une escalade de privilèges, si le système est configuré pour autoriser un privilège user, donc une personne avec des droits moindres, de pouvoir faire jouer avec ce apport CLI en français, ou CLI. Pourquoi? Parce que less est configuré comme le pager. Alors less, pour rappel, c'est pas tout récent, c'est une commande Unix qui permet donc de visualiser un fichier texte page par page, sans le modifier. Et pourquoi c'était créé less à la base? Parce qu'à la base more est plus ancien que less, more a été créé en premier, mais more ne permet pas de revenir en arrière ou de rechercher une chaîne. Donc en fait, suite à more, je sais plus comment s'appelle le développeur, mais quelqu'un a développé less qui permet de rajouter la possibilité de revenir en arrière ou de chercher une chaîne. Voilà pour la petite histoire entre less et more. Donc ensuite, pour exploiter cette vulnérabilité, on a plusieurs possibilités, 3 de mémoire au moins, peut-être plus, hein, je ne sais peut-être pas toutes.
Donc en gros, il faut, enfin là la difficulté c'est de générer un fichier pour le donner à manger à apport CLI pour qu'il affiche ce plantage, on va dire, avec less. Une fois qu'il affiche avec less, c'est gagné, on peut injecter la commande qui permettra de devenir root. Alors, trois possibilités. La première, vous faites vraiment planter un process et ensuite vous l'analysez avec apport. Les trois sont relativement rapides, hein, mais bon. La deuxième, c'est celle qu'on va utiliser, c'est que vous générez un fichier à l'aide de apport cli. Et la troisième, c'était quoi? La troisième, c'était... j'ai un trou. Voyons voir si je me rappelle de... où c'est que j'avais vu ça? Qu'il y avait une troisième possibilité. Moi, j'avais pas pensé qu'on pouvait faire ça autrement, mais si, il y en avait une troisième. C'était... Ah oui, ouais, ça c'est pour les... pour les gens qui sont en mode CTF et pas en mode vraie vie. Si on met une fake data, une fausse donnée, typiquement un nom de fichier, il va afficher le contenu du fichier. Donc là, en fait, la troisième solution, elle permet pas d'avoir un shell, mais elle permet d'afficher le flag. Donc prenons plutôt la solution qui permet d'avoir un shell, c'est quand même plus propre, plus réaliste en tout cas. Donc pour cela on va faire un sudo apport cli-f et là donc on a un choix, on va faire display xorg freezes or hangs during boot or usage à 2. Voilà, donc please any key. Donc là en fait il génère lui-même un rapport. Voilà, et là ce rapport on peut faire v pour view pour le voir, et voilà, et là il l'affiche avec un less, donc on sait parce que c'est configuré, enfin c'est la configuration par défaut, mais on peut pas le deviner non plus juste avec le 2 points. Et du coup sur less la possibilité de sortir c'est de faire un point d'exclamation bin bash, et donc là il sort mais avec les droits de app apport, et c'est gagné, on est route. Donc on a compromis cette machine facile de hack the box. Du coup, les 2-3, si on se place d'un point de vue Blue Team, les 2-3 choses qui ont permis de pawner la machine, voilà, c'est principalement du non mise à jour. Hein. Donc il y a Joomla qui était pas à jour, qui a permis d'être exploité pour sortir un mot de passe administrateur. Une fois qu'on est administrateur d'un CMS, bon là il n'y a pas vraiment de possibilité. Enfin il y a certains CMS où ça commence à être compliqué de passer de l'administrateur CMS à exécution de code sur le système OS. Mais sur Joomla pour l'instant c'est pas un problème. Donc ensuite on avait la réutilisation de mot de passe, donc ça gros classique, j'en reparle pas vu qu'on en parle dans quasiment chaque machine. Et enfin donc le apport CLI, apport cli, donc un package system qui n'était pas à jour. Donc bien mettre à jour les packages système, sinon il y a parfois des possibilités d'élévation de privilèges. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette machine qui permettait d'illustrer le concept de quels sont les accès initiaux les plus chers et les moins chers. Après, si on conclut par ce qu'on a commencé, c'est-à-dire par le fameux article, une des choses, enfin le critère le plus important selon cet article, d'après ils se basent sur les données de Kaspersky, hein, donc ils ont pas non plus, enfin on va dire qu'il y a probablement pas assez de données pour avoir des statistiques exhaustives, enfin plus réalistes, mais c'est déjà un bon début on va dire. Et donc d'après ce bon début, c'est quand même un des critères principaux. Je crois qu'ils le disent par ici. C'était où? C'était là. C'est le revenu de la compagnie. Plus la compagnie a beaucoup d'argent, plus il y a des chances de pouvoir revendre l'accès initial cher sur ces forums de pirates. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.